François Dochy, une première question. Pourquoi la mairie de Romainville participe-t-elle à la Nuit de la Solidarité? Pourquoi est-ce important? La mairie de Romainville participe à la Nuit de la Solidarité. D'abord parce que le maire est conseiller métropolitain et en charge du dossier à la métropole, donc ça ferait très mauvais genre que la ville de Romainville ne participe pas à la nuit métropolitaine. Et au-delà de ça, c'est un moyen pour nous de fédérer à la fois les professionnels du social, les professionnels municipaux, les professionnels chez nos partenaires, et aussi de mobiliser les citoyens qui sont souvent heurtés, indignés par les situations de sans-abri et qui se disent qu'aujourd'hui, la 5e ou la 6e puissance mondiale ne peut pas se satisfaire de compter toujours autant de sans-abri dans nos villes. Pour qui les citoyens, la situation de la responsabilité de l'État, des collectivités locales, de la ville n'est pas toujours très claire. Donc là, c'est une façon aussi de participer à cette aventure qui est essentielle pour parce que collecter de la donnée, c'est construire les futures politiques publiques. Et puis, c'est très concrètement, à l'échelle d'une ville, rassembler tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses, le temps d'une nuit qui est toujours articulé avec des temps de convivialité, des temps de formation. Et c'est une initiative intéressante qui produit aussi des coopérations tout au long de l'année. Et en quoi c'est important aussi de l'étendre justement à la métropole? C'est vraiment un mouvement que vous encouragez, peut-être même au-delà du Grand Paris? Oui, la Nuit de la Solidarité, c'est une innovation, une invention parisienne. Il y a eu cette volonté unanime des conseillers métropolitains en décembre 2020 qui ont, à l'unanimité du Conseil, voté un vœu visant à étendre cette innovation parisienne à l'échelle de la métropole. C'est important parce que la métropole est plus connue pour ses actions, ses engagements en matière d'aménagement, en matière d'investissement, et peu sur les sujets sociaux. Je pense que c'est le premier sujet social dont la métropole s'empare, et je pense que c'est important. On est l'une des métropoles les plus riches d'Europe, qui est sur un territoire très contrasté avec une richesse globale et moyenne et des poches de richesse et des poches d'extrême pauvreté. Et aujourd'hui, on sait que sur le territoire métropolitain, l'effort en matière d'accueil des sans-abri n'est pas forcément très également réparti. Et donc s'engager dans cette démarche, c'est collecter des données et donner à voir les inégalités en matière d'engagement des territoires, des communes, pour demain avoir des politiques peut-être plus engagées à l'échelle métropolitaine et plus équilibrées aussi à l'échelle de la métropole. Et c'est aussi une façon, puisque le plan métropolitain de l'hébergement et de l'habitat est une des compétences de la métropole, et au moment où on doit réviser ce plan, de pouvoir collecter des données fiables à l'échelle de la métropole, c'est un enjeu fondamental. Et quel message vous auriez envie de partager avec les élus pour qu'ils mettent en place des nuits de la solidarité, y compris au niveau métropolitain? Alors, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, mais je laisserai Émilie répondre. On a gagné une bataille politique, celui de porter cette nuit de la solidarité à l'échelle métropolitaine. On l'a fait la première année avec 9 villes pionnières. On l'a fait la deuxième année en multipliant par 3 le nombre de communes participant à cette innovation, à cet engagement. Donc on est très heureux. On collecte des données, on crée de l'émulation au sein de la métropole, mais pour pouvoir collecter des données fiables à l'échelle de la métropole, il faut qu'une plus grande partie, idéal les 131 communes, mais en tout cas avec 29 communes et sur la base du volontariat, on n'est pas sur un échantillon représentatif et très scientifique. Donc si on veut collecter des données fiables et en faire quelque chose demain de manière plus approfondie, avec plus d'impact, il faut que davantage de communes s'engagent aux côtés des 27 ou des 28 premières. Très bien, merci beaucoup François Dochy. Alors, Émilie Moreau, peut-être en introduction de nos échanges, quelques mots sur l'atelier parisien d'urbanisme et donc en quoi il est impliqué dans la nuit de la solidarité. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité à participer à cet échange. Donc, l'atelier parisien d'urbanisme, on est une agence d'urbanisme. Donc, nos missions sont de suivre les évolutions urbaines, de les analyser,
et puis d'accompagner nos 30 partenaires, donc collectivités, acteurs du Grand Paris, dans la définition et dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques. Donc dans des champs très très divers, ça va des politiques d'aménagement, aux questions d'habitat, aux dynamiques sociales, démographiques, aux questions environnementales ou économiques. Et là, en ce qui concerne peut-être notre rôle sur la nuit de la solidarité, donc François Dauchy l'a dit tout à l'heure, la ville de Paris s'est engagée dans une opération de décompte nuit de la solidarité dès 2018, et donc la métropole il y a 2 ans, en 2022. Et donc depuis l'origine de la démarche, nous accompagnons côté Apur cette démarche d'abord d'un point de vue méthodologique, avec un travail par exemple d'élaboration des cartographies d'enquête, donc les cartographies qui servent aux équipes de bénévoles pour aller à la rencontre des personnes sans abri et pour leur proposer de répondre à un questionnaire. On participe également au comité scientifique de la nuit de la solidarité qui a notamment la charge de concevoir et d'ajuster chaque année le questionnaire de l'opération. Et puis on a surtout la charge d'analyser les résultats du décompte, mais aussi les réponses au questionnaire qui sont recueillies cette nuit-là. Ce qui donne lieu à la publication d'études chaque année, des études détaillées donc, qui présentent la totalité des données qui ont été recueillies dans le cadre de l'opération. Et il se trouve que les études qui restituent les résultats des 2 opérations hivernales à Paris et dans la métropole du Grand Paris seront publiées aujourd'hui. En fin de journée. Au cœur de l'actualité. C'est ça, exactement, avec une restitution de la totalité des résultats de ces 2 opérations qui ont eu lieu le 26 janvier 2023, donc il y a quelques mois. Et en quoi cette démarche elle est intéressante pour mieux connaître, mieux appréhender la question du sans-abrisme? C'est vrai que c'est une démarche assez innovante qui s'est d'abord finalement émergée pour la première fois à New York il y a quelques années. C'est la première ville qui s'est engagée dans cette approche. Puis la démarche a été étendue dans d'autres villes américaines, puis en Europe. Donc la ville de Paris s'en est saisie en 2018 et après a fait des émules au niveau de la métropole et puis aussi en France, puisque l'année dernière, une quinzaine de villes françaises ont organisé une nuit de la solidarité. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est vraiment la combinaison de 2 dimensions. La première dimension, c'est un volet connaissance, c'est-à-dire c'est de permettre au travers de cette opération de recueillir des données extrêmement précises, à la fois sur le nombre de personnes qui se trouvent sans solution d'hébergement, mais aussi sur les profils de ces personnes, leurs besoins et puis surtout comment ils évoluent dans le temps, puisque ces opérations sont réalisées à échéance régulière. Ça, c'est vraiment la première dimension volet connaissance, sachant que les autres enquêtes qui existent sur ce sujet sont soit très partielles, c'est-à-dire sur un fragment de territoire, sur un public particulier, soit particulièrement anciennes, puisque par exemple la dernière enquête sans domicile de l'INSEE, l'enquête SD, date de 2012 et donc évidemment ne permet pas d'avoir des informations sur la réalité du sans-abrisme aujourd'hui. La première dimension, c'est celle-là. La deuxième, et François Dauchy l'exprimait tout à l'heure, c'est une dimension finalement mobilisation. Et c'est intéressant de pouvoir croiser les deux. C'est-à-dire avoir d'un côté un apport de connaissances extrêmement fouillé et extrêmement détaillé, et de l'autre, pouvoir au travers d'une opération comme celle-là mobiliser à la fois tous les partenaires qui s'engagent, donc les collectivités, les partenaires institutionnels, donc il y a la PHP, la RATP, la SNCF, les bailleurs sociaux, des gestionnaires de parking qui sont associés à l'opération, évidemment les acteurs associatifs qui interviennent auprès de ces publics, et puis des citoyens engagés, puisque les équipes de bénévoles sont pour l'essentiel largement composées de citoyens qui souhaitent intervenir et agir auprès de ces personnes en grande exclusion. Donc c'est vraiment des choses qui remontent assez nettement dans les retours que nous font les communes de leur participation à cette opération, de dire finalement ça permet déjà de rendre visible ces publics, et ça permet aussi de favoriser les échanges, l'interconnaissance entre des acteurs qui interviennent auprès de ces personnes sans abri, donc qu'ils soient du secteur associatif, des CCAS, des centres d'action sociale des villes ou des acteurs des collectivités. Et est-ce que vous pourriez nous partager quelques chiffres et les principaux enseignements sur le profil du sans-abrisme aujourd'hui et sur les besoins exprimés aussi peut-être? Voilà, alors j'ai pris quelques, parce que je ne connais pas par cœur, sur les résultats, quelques données, pour dire que donc,
parmi les grands résultats qu'on retient de ces opérations, d'abord, c'est le nombre très important de personnes qui ont été rencontrées sur le territoire, notamment dans le cadre des 2 dernières éditions, puisque le chiffre de personnes sans abri qui ont été rencontrées à Paris, donc le 26 janvier dernier, s'élève à 3015 personnes sans solution d'hébergement, un chiffre qui est en augmentation de 16% par rapport à l'édition précédente, sachant que lors des 2 années antérieures, donc en 2021 et 2020, le nombre de personnes sans abri avait baissé en lien avec le contexte de crise sanitaire et puis surtout avec l'augmentation très nette à cette époque, à ce moment-là, de l'offre de places d'hébergement. Donc, dernière année, une augmentation de 16%. Au niveau des 27 communes de la métropole qui ont été volontaires pour la dernière opération, 619 personnes ont été rencontrées dans ces 27 communes, dont 150 personnes dans un campement de famille à Bobigny. Donc ce que l'on voit, c'est qu'en termes de répartition territoriale, on a quand même une forte concentration dans Paris, notamment dans certains arrondissements parisiens, les arrondissements qui comptent une gare, qui comptent de grands équipements comme des hôpitaux, des concentrations aussi au niveau de certaines portes de Paris. Et puis, dans des communes, ce qu'on a pu distinguer, c'est 3 situations de communes finalement. 2 communes qui se distinguent avec plus d'une centaine de personnes rencontrées, de personnes sans abri, donc c'est Bobigny et Saint-Denis. On a ensuite 4 communes qui se trouvent dans des situations intermédiaires avec entre une vingtaine et une quarantaine de personnes rencontrées. Et puis des communes dans lesquelles ont été rencontrées une dizaine ou moins de personnes sans abri. Ce que l'on voit en termes de résultats, c'est finalement une très grande hétérogénéité dans les profils. Contrairement à l'image d'ailleurs qu'on peut avoir de la personne sans abri, âgée, le vieil homme sur son banc, là on voit bien qu'on en est loin. On voit qu'en termes de sexe, on a une grande majorité d'hommes, mais on a quand même une proportion non négligeable de femmes, 14% de femmes à Paris, une proportion en hausse par rapport à la dernière édition, 9% de femmes dans les 27 communes de la métropole du Grand Paris. Au niveau des âges, on a finalement toutes les tranches d'âge qui sont représentées. Alors, les 3/4 des personnes sont d'âge intermédiaire, entre 25 et 55 ans, mais on a quand même près de 10% de jeunes de 18 à 25 ans, 10% de jeunes, plus de 15% de personnes âgées de 55 ans ou plus, donc des personnes âgées qui sont aussi sans solution d'hébergement. On a des situations à la rue qui sont anciennes, puisque 60% des répondants indiquent être à la rue depuis plus de 1 an. La moitié des personnes interrogées a connu plusieurs épisodes de rue. On a également, au travers des chiffres qui sont récoltés, finalement mise en évidence de situations de grande précarité, puisque 7 répondants sur 10 indiquent vivre sans aucune ressource. On a plus de 75% des répondants qui disent ne plus appeler 115. Et ça, c'est une proportion qui a augmenté ces dernières années. On était déjà sur un taux très élevé l'année dernière et l'année d'avant, plus de 65%. Et là, on est au-delà des 75%. Et par ailleurs, 60% indiquent ne pas bénéficier d'accompagnement social. On a aussi des besoins du quotidien qui sont exprimés par ces personnes. Je vais donner deux exemples. Près de 65% des répondants indiquent rencontrer des difficultés à stocker leurs affaires, tout simplement. Donc les 2 tiers d'entre elles. Et puis près de la moitié à accéder à Internet, par exemple, sachant que justement pour elles, ça peut être un besoin extrêmement important aussi pour communiquer, pour se connecter à leurs proches. Voilà. Peut-être pour terminer, dire que donc, les études seront en ligne cet après-midi avec les résultats détaillés des 2 éditions hivernales, Paris et Métropole du Grand Paris. Et puis aujourd'hui, la ville de Paris engage pour la première fois une expérimentation d'une nuit à une période estivale, oui. Puisque jusqu'à présent, donc, on n'avait que des comptes hivernaux, avec beaucoup d'attentes de la part des acteurs associatifs, de la part des chercheurs aussi, pour dire voilà, est-ce que les besoins sont les mêmes à une autre date de l'année. C'est pour ça que la ville a souhaité s'engager dans cette expérimentation qui concerne 3 arrondissements parisiens ce soir, donc le 8e, le 12e et le 20e arrondissement. Merci beaucoup pour ces précisions. François Dechy, peut-être un commentaire sur ces chiffres. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus particulièrement? On constate quand même une extension de la pauvreté, une extension aussi des besoins, et j'imagine que ça va aussi influer sur vos politiques, peut-être sur le développement de l'allée verte ou la mise en place d'autres dispositifs.
Émilie l'a dit, je pense que le premier élément, c'est l'hétérogénéité des publics et l'hétérogénéité des situations à l'échelle de la métropole. Vous avez des villes où vous avez plusieurs centaines de personnes sans abri. À Romainville, on a fait deux opérations. Une fois, on en a eu un, une fois zéro. Donc c'est aussi, moi, c'est ça le plus interpellant pour nous, c'est à l'échelle de la métropole, c'est se dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des situations critiques sur certains territoires avec des offres en matière de 115, le taux de réponse et on a un sentiment pour une partie des sans-abri d'abandon et de non-recours aux solutions par lassitude, par méconnaissance. Donc il y a des enjeux d'accès au droit, il y a des enjeux de densifier un certain nombre de solutions d'hébergement. Et puis derrière l'hébergement, il y a la question du logement, où aujourd'hui on a toute une chaîne à reconstruire et à développer, et de pouvoir le développer à une échelle équitable et équilibrée à l'échelle de la métropole, c'est un enjeu fondamental. On est au tout début, on ne va pas se mentir. On n'aura pas la révolution demain sur une meilleure prise en charge à l'échelle de tous les territoires de la métropole des sans-abri, mais c'est important qu'on puisse semer ces petites graines, qu'on puisse avoir une démarche engagée à l'unanimité, qu'on puisse avoir de plus en plus de communes engagées sur ces sujets, des communes de tous bords politiques. Voilà, donc on est sur un travail de long terme face à des situations d'urgence. C'est d'ailleurs souvent les sujets sur lesquels les citoyens nous interpellent. On est effectivement à compter, à penser des politiques publiques, à penser comment ces données pourraient nourrir notre réflexion sur le plan métropolitain de l'habitat. Et puis on est le 23 janvier, il fait froid et on a des personnes dehors. Donc c'est cette tension qu'il faut réguler, qu'il faut travailler. Et voilà, en tout cas, le fait de pouvoir aborder ces questions de solidarité de manière scientifique et partenariale, je pense que c'est la meilleure façon de s'attaquer à ce problème d'ampleur et d'avoir ce rituel qui se met en place. C'est aussi une façon de rendre visibles les invisibles, mais aussi pour nous, élus et au contact des acteurs de la solidarité et des citoyens engagés et exigeants sur ces questions-là, une façon de jamais s'endormir sur ces sujets qui doivent tous nous mobiliser. Et un mot peut-être en conclusion sur la mobilisation citoyenne. J'imagine que là aussi elle est importante. Est-ce qu'elle est en croissance et comment est-ce qu'on peut aussi mieux sensibiliser, associer les habitants d'une ville pour qu'ils s'emparent de ce projet et qu'on vive tous ensemble beaucoup mieux au quotidien? À l'échelle de la métropole, il y a un énorme boulot des CCAS de mobilisation. Le CCAS, c'est déjà souvent une gouvernance qui associe des personnalités extérieures, des acteurs du monde associatif. Donc la mobilisation citoyenne, elle bat son plein. On a dans certaines villes parfois trop de citoyens pour la nuit de la solidarité au regard des espaces à couvrir. Il y a une vraie attente. Mais au-delà de la nuit de la solidarité, ce qui est fondamental, c'est comment on transforme une indignation face à la question du sans-abrisme ou des bons sentiments en actions concrètes, structurées et de pouvoir, au-delà et de permettre à des citoyens sensibles à ces questions de pouvoir percevoir qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement, que bien entendu il y a la nuit de la solidarité, il y a les maraudes, mais il y a aussi les dispositifs d'insertion, il y a aussi les dispositifs de formation qui permettent aux personnes de sortir de la grande exclusion. Donc il y a tout cet écosystème pour qu'on puisse rompre avec la spirale de l'exclusion et ça permet finalement ces contacts et cette interconnaissance dont parlait Émilie de transformer l'indignation en action sur la durée. Et avec un certain nombre de données, de formations, de postures qui sont très, très intéressantes.